Ils m'ont arraché mes vêtements devant tout le monde, me traitant d'arriviste qui n'était pas digne de leur fils. Ma belle-mère riait, tandis que je restais là, humiliée et brisée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon père observait tout, et il était sur le point de leur montrer qui j'étais réellement. Je m'appelle Léa, et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, les gens qui devraient vous protéger sont ceux qui vous blessent le plus. Et parfois, la justice vient de façon totalement inattendue. J'étais juste une fille simple d'une petite ville de province lorsque j'ai rencontré Adrien. Nous étions tous deux en école de commerce à Paris. Il était charmant, gentil, et me faisait rire comme personne. Je suis tombée follement amoureuse de lui. Moins d'un an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. C'était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Adrien venait d'un milieu aisé. La famille de Montalembert était une vieille fortune française, celle qui vient avec des attentes et des jugements. Mais je me moquais de tout cela. J'aimais Adrien pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Ce que sa famille ignorait, et ce qu'Adrien ignorait lui-même, c'est que moi aussi, je venais d'une fortune, d'une vraie fortune. Une qui faisait paraître les deux Montalembert comme de simples figurants. Mon père, Antoine Delacroix, est un milliardaire autodidacte. Il a bâti un empire à partir de rien. J'ai grandi dans un monde de jets privés et de possibilités infinies. Mais j'avais vu comment les gens traitaient mon père, comment ils lui souriaient tout en calculant ce qu'ils pouvaient lui soutirer. J'ai vu que chaque amitié, chaque relation avait un prix. Alors, à mes 18 ans, j'ai pris une décision. J'ai changé de nom de famille et je suis parti vivre modestement. Je voulais trouver un amour sincère, un amour qui n'avait rien à voir avec des comptes en banque. Mon père a compris, mais il m'a fait promettre une chose. Si jamais j'avais besoin de lui, vraiment besoin de lui, je devais l'appeler. J'ai promis. Pendant 2 ans, j'ai gardé cette promesse sous clé. La famille d'Adrien a rendu cela presque impossible dès le premier jour. Sa mère, Clémence, me regardait comme quelque chose qu'elle aurait gratté de sa chaussure de créateur. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais pas à ma place. Que je n'étais pas assez bien pour son fils. Le père d'Adrien, Philippe, m'ignorait simplement. Et puis il y avait Sophie, la sœur cadette d'Adrien. Elle était peut-être la pire de tous parce qu'elle souriait en donnant le coup de poignard. Le message était clair. J'avais de la chance d'être là et je devais leur être reconnaissante de m'avoir tolérée. Mais j'essayais. Mon Dieu, comme j'essayais. Je pensais que si j'étais assez patiente et gentille, ils finiraient par voir qui j'étais. Adrien me disait de ne pas m'en faire, que sa famille finirait par s'habituer, mais il ne me défendait jamais. Pas une seule fois. 2 ans se sont écoulés ainsi, à ravaler ma fierté, à accepter le manque de respect. Puis vint notre 2e anniversaire de mariage. Clémence insista pour organiser une fête. Pas pour nous, bien sûr, mais pour elle. Pour se pavaner devant ses amis de la haute société et prouver que son fils avait la vie parfaite. La fête se déroulait à l'hôtel particulier des deux Montalembert, et Clémence n'avait pas lésiné sur les moyens. Lustre en cristal, orchestre, fontaine de champagne. Plus de 200 personnes furent invitées. Des magnats des affaires, des célébrités, des politiciens. Les fans scintillaient de diamants et de robes de couturier. Les hommes portaient des costumes sur mesure et des montres hors de prix. Et j'étais là, dans ma simple robe couleur crème que j'avais achetée en solde. Au milieu de tout cet excès, je me sentais ridicule. Clémence m'a trouvée en quelques minutes, son sourire aiguisé comme du verre. « Oh Léa, tu es venue! Quelle simplicité !» La fête battait son plein lorsque Clémence a pris le microphone. Elle remerciait tout le monde d'être venu, parlant de famille et d'amour. Puis son expression a changé. Sa main s'est portée à son cou. « Mon collier !» haleta-t-elle. « Mon collier de diamants roses !» Il a disparu. La pièce est devenue silencieuse. 200 personnes ont cessé de parler, de boire et de manger. Tous les regards se sont tournés vers Clémence. « Quelqu'un a volé mon collier !» annonça-t-elle. « Il vaut 2 millions d'euros. » Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. « Léa !» Elle prononça mon nom comme une accusation. « Tu étais dans une boudoir plutôt. Je t'ai vu. » 200 perdus se sont tournés vers moi. Je me suis sentie me noyer. « Je cherchais juste les toilettes, » ai-je bégayé. « Je n'ai rien pris, je le jure. »« Dis, elle ment !» intervint Sophie. « Je l'ai vue aussi. Elle était vraiment près de la boîte à bijoux de maman. »« C'est ridicule, » et j'ai dit.
Ma voix tremblante. Pourquoi vous volerais-je? Tout le monde sait que tu as épousé mon fils pour l'argent. La voix de Clémence était glaciale. Tu en as après notre fortune depuis le début. C'est juste la preuve de ce que tu es réellement, une voleuse de bas étage. La pièce explosa en chuchotement. Des téléphones sont sortis. Les gens filmaient. J'ai cherché désespérément Adrien. Adrien, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur que je ne ferai jamais ça. Il m'a regardé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me défendre. Puis, il a regardé sa mère, son père, toutes ces personnes importantes qui nous observaient. Et il n'a rien dit. Philippe s'est avancé. Fouillez-la immédiatement, devant tout le monde. Si elle est innocente, elle n'a rien à cacher. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je murmuré. Mais je pouvais voir à leur visage qu'ils l'étaient. Clémence et Sophie ont avancé vers moi comme des prédateurs. Je reculais, mais il n'y avait nulle part où aller. 200 personnes formaient un cercle autour de nous. Leur téléphone tenu haut, enregistrant chaque seconde de mon humiliation. Clémence a attrapé mon bras, ses ongles parfaitement manipurés, s'enfonçant dans ma peau. « Si tu ne coopères pas, nous allons le faire de force. S'il vous plaît, ai-je supplié. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je n'ai rien pris. » Mais elles n'ont pas tenu compte de mes suppliques. Sophie a attrapé mon autre bras, et ensemble, elles ont commencé à tirer sur ma robe. Je me suis débattue, essayant de me protéger. Mais elles étaient deux, et je tremblais déjà tellement que je pouvais à peine me tenir debout. La fermeture éclair de ma robe a cédé. J'ai crié, essayant de retenir le tissu contre mon corps. Mais Clémence l'a tiré brutalement. La robe est tombée à mes pieds, et je suis restée là, au milieu de cette grande salle de bal, juste en sous-vêtements. 200 personnes regardaient. 200 téléphones enregistraient. L'orchestre avait cessé de jouer. Il n'y avait pas d'autre son que mes sanglots et le clic des appareils photo capturant ma destruction. Clémence a ramassé ma robe et l'a fouillée violemment. « Rien », a-t-elle annoncé. « Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas cachée ailleurs. »« C'est de la folie !» ai-je crié, croisant mes bras autour de moi. « Je n'ai pas pris votre collier. »« Sortez-la d'ici !» ordonna Philippe aux agents de sécurité. « Enlevez cette voleuse de notre propriété. » 2 hommes grands en costume s'approchèrent de moi. J'ai regardé une dernière fois Adrien, le suppliant silencieusement de faire quelque chose. N'importe quoi. Il est resté figé, le visage pâle. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste détourné et s'est éloigné. Ce moment-là a brisé quelque chose en moi. Non pas l'humiliation, ni les fausses accusations, mais le fait de regarder l'homme que j'aimais choisir l'approbation de sa famille au détriment de ma dignité. Les gardes m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné à travers la foule. Les gens s'écartaient comme si j'étais atteinte d'une maladie. Certains crachaient des insultes. Arriviste, voleuse, ordure. J'ai tout entendu, tandis qu'ils me tiraient à travers le manoir. Ils m'ont jeté devant les grilles et les ont verrouillées derrière moi. Je me suis effondrée sur le sol froid, à l'extérieur, tremblant dans mes sous-vêtements, mon corps entier secoué de sanglots. À l'intérieur, la fête continuait. J'entendais la musique reprendre, les rires. Un jeune voiturier, à peine âgé de 20 ans, m'a vu et s'est précipité avec sa veste. Il l'a gratté sur mes épaules sans dire un mot, ses yeux pleins de gentillesse. Ce petit geste de bonté de la part d'un étranger m'a fait pleurer encore plus fort. Mon téléphone était resté dans mon sac à l'intérieur. Je n'avais qu'une chose, une promesse que j'avais faite à mon père il y a 2 ans. J'ai emprunté le téléphone du voiturier avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. « Papa ». Ma voix s'est brisée sur le mot. « Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. » À travers mes larmes, je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence à l'autre bout. Puis mon père a parlé, et sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Froide, contrôlée, furieuse. « Ne bouge pas », a-t-il dit. « J'arrive. » Et Léa, ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. 15 minutes plus tard, la nuit a explosé de lumière et de sons. D'abord sont arrivées les voitures. 10 SUV et limousines noires de luxe se sont arrêtées devant l'hôtel particulier des 2 Montalembert. Puis est arrivé un hélicoptère
son projecteur illuminant toute la propriété. La porte de la limousine centrale s'est ouverte et mon père en est sorti. Antoine Delacroix n'entre pas simplement dans un lieu, il le commande. À 60 ans, il est toujours imposant, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés et des yeux qui peuvent vous glacer d'un seul regard. Derrière lui venaient 20 agents de sécurité, tous en costume noir. 5 avocats en costume coûteux portaient des mallettes. Et le préfet de police de la ville lui-même marchait à côté de mon père. Des hélicoptères de presse ont commencé à tournoyer au-dessus. Mon père a marché droit vers moi, et la fureur froide dans ses yeux s'est fondue en inquiétude lorsqu'il m'a vue assise là. Toujours dans mes sous-vêtements et la veste empruntée, il a retiré son pardessus et l'a enroulé autour de moi, lui-même, qui m'a soulevé. « Je suis là maintenant, ma chérie », a-t-il dit doucement. Puis il s'est tourné pour faire face au manoir, et sa voix a résonné comme le tonnerre. « Lequel d'entre vous a touché ma fille ?» À l'intérieur du manoir, par les portes ouvertes, je pouvais voir que la fête était devenue chaotique. Clémence est apparue à l'entrée. Philippe à côté d'elle, tous deux l'air confus et agacés. « Qu'est-ce que cela signifie ?» a exigé Philippe. « C'est une fête privée. » Mon père a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. « Ah oui ? Entrons et discutons-en, voulez-vous ? Je pense que vos invités voudront entendre ce que j'ai à dire. » Il a avancé et la foule s'est écartée devant lui comme l'eau. J'ai marché à côté de lui, enveloppé dans son pardessus, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis 2 ans. Mon père a pris le microphone des mains d'une Clémence stupéfaite. 200 personnes riches et puissantes le fixaient, essayant de comprendre qui il était. « Bonsoir », a dit mon père, sa voix calme et contrôlée. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Antoine Delacroix. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de moi. Groupe Delacroix Global, 50 milliards d'euros d'actifs. » La pièce a explosé de chuchotements. Tout le monde connaissait Delacroix Global. « Cette femme que vous venez d'humilier, » a poursuivi mon père, me tirant près de lui. « Cette femme que vous avez déshabillée et dégradée devant 200 personnes. Cette femme que vous avez traitée de voleuse et d'arriviste. Elle est ma fille, mon enfant unique, mon héritière. » Les halètements étaient audibles. Le visage de Clémence est devenu blanc. Philippe avait l'air de pouvoir s'évanouir. Adrien est resté figé dans la foule, la bouche ouverte sous le choc. « Léa vient d'une richesse que vous ne verrez jamais, » a dit mon père. Mais elle voulait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Alors, elle a changé son nom, a vécu modestement, et s'est trouvée un homme qui, elle le pensait, la chérirait. Au lieu de cela, elle est tombée sur vous. Il a claqué des doigts. Et les grands écrans qui montraient des photos de nous ont laissé place à un nouveau contenu. Des photos de famille sont apparues. Moi enfant sur un yacht. Moi dans notre domaine. Des documents officiels montrant ma véritable identité. Certificat de naissance. Papier de fonds fiduciaire. Tout prouvant exactement qui j'étais. La foule était silencieuse maintenant, regardant la preuve de ma vraie vie se dérouler à l'écran. Maintenant, a dit mon père, sa voix tombant à un niveau froid et dangereux. Parlons de ce qui va se passer ensuite. Mon père s'est tourné vers son équipe de sécurité. Montrez-leur, a-t-il ordonné. Les écrans ont changé à nouveau. Cette fois, il montrait des images de vidéosurveillance de l'intérieur du manoir. La première vidéo montrait Sophie entrant dans le boudoir de Clémence des heures avant le début de la fête. Elle regardait nerveusement autour d'elle, puis allait directement à la boîte à bijoux de sa propre mère. Elle l'ouvrait, sortait le collier de diamants roses et le glissait dans son sac à main. La deuxième vidéo la montrait dans le jardin, cachant le collier sous un rosier. La troisième vidéo était la plus accablante. Elle montrait Clémence et Sophie ensemble dans une pièce privée, parlant. L'audio était parfaitement clair. « Es-tu sûr de ça ?» La voix de Sophie résonna dans les haut-parleurs. « Absolument, » répondit Clémence. « Nous allons l'accuser d'avoir volé le collier, la fouiller devant tout le monde. L'humilier si mal qu'Adrien n'aura d'autre choix que de divorcer.
nous serons enfin débarrassés de cette petite sangsue. 200 personnes ont regardé en silence absolu le complot se dérouler à l'écran. Lorsque les vidéos ont pris fin, mon père s'est tourné vers Clémence et Sophie. « Voudriez-vous expliquer ceci ?» Sophie s'est effondrée sur le sol, sanglotant. « Je suis désolée, c'était l'idée de maman. » « Petite menteuse, » commença Clémence. Puis elle s'est arrêtée en réalisant que tout le monde la fixait. « Monsieur Delacroix !» Philippe s'est avancé, essayant de sauver quelque chose. « Nous pouvons peut-être discuter de cela en privé. Je suis sûre que nous pouvons parvenir à un arrangement. » « Un arrangement ?» Le rire de mon père était froid. « Oh, Philippe, nous avons dépassé les arrangements. Vous voyez, quand Léa a épousé votre fils, j'ai fait ce que tout bon père ferait. J'ai enquêté sur votre famille, votre entreprise, vos actifs. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. » Il fit un signe de tête à ses avocats qui ont commencé à afficher des documents sur les écrans. L'hôtel particulier des deux Montalembert, ce magnifique manoir dans lequel nous nous tenons, est hypothéqué auprès de la banque Sterling. J'ai racheté cette hypothèque il y a 6 mois. Vous vivez dans ma propriété. Le visage de Philippe est devenu gris. De Montalembert Entreprise. Votre entreprise, Philippe. J'ai racheté discrètement des actions par le biais de diverses sociétés écrans. À partir d'aujourd'hui, je détiens 68%. Je suis l'actionnaire majoritaire. Vous travaillez pour moi maintenant. Les écrans montraient des certificats d'action, des accords d'achat, tous portant la signature de mon père. Votre fonds fiduciaire familial, Clémence. Celui que vous utilisez pour financer vos virées shopping et vos fêtes. Il est géré par Delacroix Services Financiers. Je l'ai gelé il y a 10 minutes. Clémence a émis un son étranglé. Et Sophie. Mon père s'est tourné vers elle. Ces jolies boutiques dont vous êtes si fiers. Elles sont bâties sur des propriétés appartenant à Delacroix Immobilier. Vos baux sont résiliés. À minuit ce soir. Ce n'est pas légal, a crié Philippe. Je peux et je l'ai fait, l'a interrompu mon père. Tout dans les règles, tout légal, tout documenté. Voyez-vous, je n'ai pas bâti un empire de 50 milliards d'euros en étant stupide. Je l'ai bâti en étant méticuleux. Quand vous menacez ceux que j'aime, je ne me mets pas en colère. Je deviens systématique. Il s'est tourné pour faire face à la foule. Que cela serve de leçon à tout le monde ici. Cette femme dont vous vous êtes moqué, cette femme que vous avez traitée d'arriviste, elle a plus de richesse, plus de classe et plus d'intégrité que vous tous réunis. Elle a choisi de vivre modestement pour trouver l'amour véritable. Au lieu de cela, elle est tombée sur vous, des vipères dans des vêtements coûteux. Il fit un geste au préfet de police. Maintenant, à moins que vous ne vouliez que je porte plainte pour agression, vol, complot et fraude, je suggère à la famille de Montalembert de commencer à faire ses valises. Vous avez 30 jours pour quitter ma propriété. Clémence était à genoux maintenant. S'il vous plaît, monsieur Delacroix, nous ne savions pas. Nous allons nous excuser. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon père la regarda avec mépris. Avez-vous montré de la pitié quand vous avez déshabillé ma fille? Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Adrien a finalement traversé la foule. Son visage était désespéré, paniqué. Il s'est précipité vers moi, essayant d'attraper mes mains. « Léa, Léa, s'il te plaît, tu dois nous aider. Dis à ton père d'arrêter. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé pendant 2 ans. « Vraiment, Adrien ?» ai-je demandé doucement. « Tu m'aimes ?»« Oui, bien sûr que je t'aime. S'il te plaît, tu dois me croire. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ?» Ma voix était ferme maintenant. Pourquoi n'as-tu pas dit un mot quand ils m'ont accusé? Quand ils m'ont déshabillé, quand ils m'ont jeté dehors, tu es resté là, silencieux. Tu t'es détourné et tu es parti. J'étais sous Joc, qui savait pas quoi faire, qui savait exactement quoi faire. L'ai-je interrompu? Tu as choisi, tu les as choisis, eux, à ma place. Tu as choisi leur approbation au détriment de ma dignité. Tu as choisi d'être un lâche. Léa, s'il te plaît, je demande le divorce, ai-je dit. Les mots sont sortis plus facilement que prévu. Demain, et je ne te prends rien, Adrien. Pas d'argent, pas de propriété, rien. Parce que je n'ai jamais eu besoin de ta richesse. J'avais juste besoin que tu sois à mes côtés.
Et tu n'as même pas pu faire ça. Le plus triste, ai-je poursuivi, ce n'est pas ce que ta famille m'a fait, c'est que tu les ai laissés faire. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque mot cruel au cours des 2 dernières années. Et tu m'as juste dit d'essayer plus fort, d'être patiente, de comprendre. Tu ne leur as jamais dit d'arrêter. Tu ne m'as jamais protégée. Ce n'est pas de l'amour, Adrien, c'est de la commodité. Les avocats de mon père se sont avancés, des papiers à la main. Les papiers du divorce sont prêts pour votre signature. J'ai pris le stylo et j'ai signé sans hésiter. 2 ans de mariage, terminés par une signature. 6 mois se sont écoulés. Les de Montalembert ont tout perdu, exactement comme mon père l'avait promis. Leur hôtel particulier a été saisi et mis aux enchères. L'entreprise de Philippe a fait faillite en 3 mois. Clémence, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, travaillait maintenant comme vendeuse dans un grand magasin. Les boutiques de Sophie ont été fermées. Adrien a perdu sa concession de voiture de luxe. Quant à moi, je suis redevenue qui j'étais vraiment. Léa Delacroix, vice-présidente du groupe Delacroix Global. J'ai travaillé aux côtés de mon père et découvert que j'étais douée pour cela. J'ai créé une fondation pour les femmes échappant aux relations toxiques. J'ai acheté mon propre appartement avec de l'argent que j'avais gagné moi-même. J'ai voyagé, me suis fait de vrais amis et j'ai lentement guéri du traumatisme de cette nuit-là. Un soir, 6 mois après tout cela, j'organisais un gala de charité pour ma fondation. Alors que je saluais les invités, j'ai remarqué que l'une des hôtesses de vestiaire me semblait familière. C'était Clémence. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce. Elle semblait si différente, plus âgée, fatiguée, humiliée. L'arrogance avait disparu. Elle s'est approchée lentement, hésitante. « Léa, dit-elle doucement, je voulais dire que je suis désolée pour tout. Je sais que cela ne signifie rien maintenant, mais je le suis vraiment. » Je l'ai regardée longuement. 6 mois auparavant, j'aurais ressenti de la satisfaction à la voir ainsi. Maintenant, je me sentais juste fatiguée. « Je te pardonne, Clémence, » ai-je dit. Les mots m'ont surprise moi-même, mais je les pensais. Pas pour toi, pour moi, pour pouvoir lâcher prise et aller de l'avant. Elle s'est mise à pleurer. « Merci, merci beaucoup. » « Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, » ai-je poursuivi. « Ce que tu m'as fait m'a appris quelque chose d'important. La famille n'est pas toujours le sang. C'est celui qui se tient à tes côtés quand tout s'écroule. Mon père m'a montré à quoi ressemble l'amour véritable. Protection, loyauté, force. Ton fils a pu me donner aucune de ces choses. » Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends. J'espère que tu trouveras le bonheur, Léa. Le vrai bonheur. Tu mérites. » Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai senti quelque chose se soulever de mes épaules. J'avais porté cette colère, cette blessure pendant si longtemps. La laisser partir, c'était comme respirer pour la première fois depuis des mois. Mon père m'a trouvé quelques minutes plus tard. « Tu vas bien, ma chérie? »« Oui, papa. » J'ai levé les yeux vers lui en souriant. « Je suis vraiment fier de toi, » a-t-il dit, posant son bras autour de mes épaules. D'avoir été la plus grande, d'être allée de l'avant, d'être forte. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu. Cette nuit-là, en regardant toutes les personnes que ma fondation aidait, toutes ces femmes retrouvant leur force et reprenant leur vie, j'ai réalisé quelque chose. Les de Montalembert pensaient qu'ils me punissaient en me traitant comme si je n'étais rien. Au lieu de cela, ils m'ont libérée. Ils m'ont montré exactement ce que je ne voulais pas et m'ont poussé vers la vie que j'étais censée avoir. Parfois, les pires choses qui nous arrivent sont en réalité des bénédictions déguisées. Parfois, nous avons besoin d'être complètement brisés pour nous reconstruire plus forts. Je suis entrée dans cette fête d'anniversaire il y a 2 ans comme une femme essayant de gagner l'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. J'en suis sortie comme quelqu'un qui n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Et ça, c'était la vraie vengeance. Pas la destruction systématique de leur empire par mon père, même si cela est satisfaisant. La vraie vengeance, c'était moi qui prospérais sans eux, heureuse sans leur validation, ayant réussi selon mes propres conditions. Ils pensaient qu'ils me dérobaient ma dignité, cette nuit-là. Au lieu de cela,
ils ont dérobé la dernière illusion que j'avais sur qui ils étaient. Ils m'ont rendu service. Je suis Léa Delacroix. Je suis la fille de mon père. Je suis assez. J'ai toujours été assez. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir moins que cela. Mon père m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas une question d'argent ou de vengeance. C'est de connaître sa valeur et de ne jamais laisser personne vous faire sentir moins que vous ne l'êtes. Cette nuit-là, je suis entrée dans cette fête comme une femme qu'il pensait pouvoir briser. J'en suis sortie comme moi-même, plus forte, plus sage et finalement libre.